c'est tout un bazar de créer une vidéo pour toi, qui la regarde maintenant gratuitement sur ton ordinateur ou ton téléphone. C'est pas que c'est très difficile, mais c'est que c'est pas rien. Et c'est un travail. Et je me propose de t'expliquer ce que ça me coûte et peut-être de m'interroger sur ce que ça vaut. Parce que ça vaut quelque chose. Quoi? On ne sait pas bien. Comment ça a commencé? J'ai toujours tourné principalement chez moi. C'est un appartement de 40 mètres carrés qu'il faut chauffer. Je dois pouvoir m'alimenter et prétendre à une certaine sécurité sociale. Je n'ai jamais été une geek du matos, mais j'ai quand même besoin de cartes mémoire, de piles, d'objectifs, de micros, d'un ordinateur à mettre à jour assez régulièrement, de logiciels de montage, d'étalonnage, de mixage, de Photoshop, depuis tout récemment d'une plateforme administrative qui m'aide à me rémunérer de manière à ce que je ne sois pas dans une condition complètement précaire, c'est-à-dire que je puisse cotiser au chômage, à la retraite et à la sécurité sociale. Il y a quelques personnes qui m'aident ponctuellement, parfois à l'écriture, parfois à la production, parfois à la réalisation, parfois des collaborateurs artistiques, parfois des administrateurs, parfois des experts comptables, parfois des avocats, parfois des musiciens. Le produit de mon travail est visible gratuitement en ligne, mais pour autant, peut-on l'estimer? À combien? Et comment? Et qui? Et est-ce une valeur universelle? Est-ce qu'il faut que l'argent se voie dans l'œuvre finale pour qu'un artiste mérite d'être rémunéré pour elle? Est-ce que mon objet a plus de valeur si on voit l'argent? Est-ce que si j'allais voir, si il était encore vivant, Georges Brassens sur scène dans un petit café, ce serait normal qu'il soit moins payé que Johnny Hallyday au Stade de France? On peut se tromper sur la somme d'efforts qu'a demandé une œuvre apparemment modeste. Mais c'est déjà étrange de vouloir évaluer une œuvre en fonction de son coût de production. Parce qu'au final, ça a souvent peu à voir. Et c'est un peu bizarre de décider qu'une œuvre serait supérieure parce qu'elle a coûté plus cher à fabriquer. Parce que déjà, on ne sait pas exactement combien elle a coûté à fabriquer, combien de temps, d'efforts, d'années, d'expérience de vie il a fallu pour en accoucher. Tu vois? C'est aussi un peu périlleux d'imaginer que la valeur d'un objet est proportionnelle à l'effort investi pour le produire. Parce qu'il y a des tas d'artistes qui mettent un temps fou à faire des choses en apparence très simples et on ne sait jamais ce qu'il y a derrière un objet simple. C'est toujours plus compliqué que ça. Donc la valeur, comment on fait? Elle est où? On la trouve comment? Qui décide? Qui a raison? Qui peut juger de la valeur d'une œuvre? Eh bien, je pense que celui qui est le mieux placé, c'est celui qu'elle touche. Parce que c'est quand même la destination d'une œuvre, c'est de toucher. C'est comme les personnes, il y a des affinités, parfois elles se révèlent, et alors ça clique, et alors ça produit de la magie, et on se dit ah. Et parfois, juste, il y a comme des personnes, on les sent pas, ça passe pas, on se comprend pas, et juste, c'est pas pour nous. C'est d'abord ça. Plus que pourquoi c'est cher cette merde, ou pourquoi mon petit-neveu peut faire pareil, ou pourquoi Parce qu'il y a plein d'enjeux de pouvoir en fait. Quand on est en face d'une œuvre et qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas touché, on a tendance à se sentir agressé. Alors qu'il n'y a juste pas de problème, c'est juste que c'est pas l'œuvre pour toi. On peut pas toujours s'expliquer, le plus souvent on peut pas s'expliquer. Et j'ai l'impression que le fait qu'on ne puisse pas expliquer, parfois, ça met les gens dans l'insécurité, qui aiment bien se réfugier dans le fait qu'on puisse compter, évaluer, dire combien ça coûte, combien de temps ça a pris, combien de personnes ça a touché, quel prix ça a remporté, sont tous des façons
de se donner confiance qu'on peut aimer ça parce que c'est bien admis d'aimer ça, parce que on cherche des preuves pour se permettre d'aimer ça, alors que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus instinctif, c'est beaucoup moins intello, c'est beaucoup plus viscéral. Chacun a le droit d'aimer même sans comprendre. Moi, je me souviens d'un des principaux souvenirs d'exposition qui m'a vraiment marqué, c'est John Baldessari que j'ai vu dans une petite télévision pourrie, en noir et blanc, pourrie, qui apprenait l'alphabet à une plante verte. Je pense qu'il a tourné cette œuvre en 20 minutes. Franchement, combien ça coûte ça? Il a des petits cartons avec les lettres de l'alphabet, t'achètes ça dans un magasin de jouets, bon, ça coûte à l'époque, je sais pas, 5 $. La plante, il a piqué à sa mère, ça lui a rien coûté. Peut-être même que c'est même pas lui qui a tourné les images. Et en plus, il a l'air endormi. Et puis, franchement, c'est facile. Franchement, c'est facile. N'importe qui peut le faire. C'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est l'un des plus forts moments de ma vie de spectatrice d'exposition. Enfin, toutes ces questions de savoir est-ce que c'était cher, est-ce qu'il a souffert, est-ce que c'était dur, il a fait en combien de temps, tout ça... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça te touche pas, ça veut dire que tu aurais besoin de code ou que tu es mal à l'aise et que tu te demandes mais comment faire pour savoir et est-ce qu'on se moque de moi et est-ce qu'il n'y a pas une aventure à vivre dans le risque de la petite chose pauvre, incertaine et bizarrement absurde qui touche au plus profond sans débauche de moyens. Alors, je ne suis pas la plus grande spécialiste d'histoire de l'art, mais je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que pendant longtemps, les artistes étaient payés par des gens qui leur commandaient des œuvres et donc la valeur était déterminée par ces commanditaires. Aujourd'hui, c'est un fait historique, l'artiste n'est plus autant soumis aux commandes, son statut a changé. Donc on est passé de cette relation de domination du mécène qui commande une œuvre à l'artiste à une relation d'échange où aujourd'hui l'artiste fait plus volontiers ce qu'il veut et s'attire l'émotion des spectateurs qui sont touchés par ses œuvres. Donc c'est une forme de démocratisation de l'art puisque l'artiste est plus libre et le spectateur plus concerné. Donc les artistes et moi avec, on est plus susceptible de suivre une envie, un besoin très personnel, de sens, et de produire des objets perso. D'où la difficulté de poser un prix ou une valeur sur ces objets qui en résultent. Ce qui aujourd'hui peut donner du courage à des artistes qui sont plutôt dans la marge, c'est de sentir que on les estime pour leurs différences. Donc par exemple en faisant des vidéos avec Solange te parle depuis 7 ans, nous avons 7 ans, eh bien on pourrait dire que la valeur de mes vidéos, elle s'estime dans la complexité du rapport que j'ai construit avec tous ces gens, ces milliers d'anonymes qui ont vécu quelque chose en m'écoutant et en me regardant. On pourrait se dire que l'intérêt de ces gens compte et qu'on pourrait le convertir en revenus. Par exemple, avec maintenant ce qui existe comme les plateformes de sociofinancement. Je suis encouragée par ce public qui est touché par ce que je fais à cultiver ma singularité. Je pense qu'on gagne à valoriser ce qui divise aussi. Et que la passion, le sens
Et la mission de l'art, c'est d'interroger et de déboussoler. Donc si tu ne vois pas clairement la valeur de ce que je fais, c'est déjà que j'ai un peu réussi. Parce que si je te déroute, nous sommes sur le bon chemin. Et on a justement intérêt à favoriser la diversité de production et d'artistes pour que, possiblement, une grande diversité de publics puisse avoir accès à l'art. Sinon, on se retrouverait dans une situation bizarre de dictature où certaines formes d'art auraient le droit d'exister et d'autres non. Pour assurer une liberté démocratique de l'art et des artistes, il faut assurer une subsistance économique à une variété d'arts et d'artistes. Conclusion. L'art n'est pas gratuit parce que l'art est un travail qui demande du temps et des moyens de subsistance. On pourrait se demander si c'est un travail utile, mais je pense que toute personne qui a été touchée par une œuvre ne doutera pas une seconde que la personne qui en est à l'origine avait le droit d'avoir les moyens de vivre. Il faut donc que quelque chose puisse soutenir le créateur. Mais même si c'est très tentant, on ne peut pas résumer le travail d'un artiste à une valeur marchande, à son supposé mérite ou à des efforts supposés qu'il aurait déployés sur une telle durée. Donc comment on fait ? Il y a nécessairement à prendre en compte ceux qui aiment et qui regardent. Parce que ce sont eux seuls qui peuvent donner à l'art sa force. La valeur d'une vidéo de Solange te parle ne dépend que de ceux qu'elle touche. Elle ne dépend que d'eux seuls. Si mes vidéos t'apportent un petit quelque chose, je serais ravie de te retrouver sur Patreon. J'y publie quasi quotidiennement des stories. Il y a déjà 11 épisodes du podcast en ligne où j'évoque la structuration de mon activité, mes projets en cours et mes questionnements créatifs. En contribuant, tu accèdes instantanément à un serveur Discord protégé où tu peux échanger avec une centaine d'autres parapluies. Et surtout, tu contribues à la vitalité de cette chaîne YouTube. Merci à tous mes parapluies.